Son parcours administratif puis politique se confond avec le Cameroun moderne. Figure de référence de la nation, tous les Camerounais le connaissent. Mais que savent-ils de lui? En réalité, bien peu de choses. La première fois que je l'ai vu, en réalité, il ne m'avait pas beaucoup frappé. Il était secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et moi j'étais en dernière année à l'ENAM et à ce titre-là j'ai participé à la Commission nationale des bourses qu'il présidait après le départ du ministre, c'était Kim Boumois. Et bon, là pour moi c'était un haut fonctionnaire. Notre première rencontre, elle est très loin. Je venais d'avoir le bac et je suis allé demander une attestation au ministère de l'Éducation nationale. Et le président Paul Biya, à l'époque, était le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, M. William Etekimbouma. Il a commencé à me frapper quand j'étais secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, parce que souvent, il assurait l'intérim du ministre Aïssi Modo, qui était mon ministre. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu mon premier contact professionnel avec lui. Notre véritable première rencontre a eu lieu alors que j'étais directeur de l'ERIC. Il a daigné me recevoir comme Premier ministre. Nous sommes restés 4 heures et c'est très bizarre. Un mois après, il était président de la République. Est-ce le fruit d'une constitution héréditaire? Est-ce la trace des influences éducatives et relationnelles? Paul Biya, depuis toujours, cultive la discrétion et ses tête-à-tête avec lui-même. Un art bien singulier qui structure son exercice du pouvoir. Qu'est-ce qui m'a frappé? Il a quand même quelque chose, il est doux. Il parle avec un positivisme sceptique et je crois que c'est ce qui attire. Il a une analyse pénétrante d'un certain nombre de problèmes et par la suite j'ai pu travailler avec lui. Je me suis aperçu qu'il avait, à mon avis, un premier atout qui explique un peu son ascension, c'est qu'il connaît le Cameroun et les Camerounais. C'est ce qui fait sa force. Et personne ne peut dire effectivement comment il va procéder. Il prend les avis et il s'isole et il prend sa décision. C'est comme ça qu'il a toujours été. Et quand j'ai travaillé avec lui, il arrivait parfois qu'il me dise, écoutez monsieur le ministre, dans votre dossier là, est-ce que vous connaissez vraiment tel? Et alors quand vous allez réellement gratter, et que vous allez vous apercevoir que lui, il connaissait ce dossier et il savait peut-être ce qui était derrière le dossier. Je crois que c'est un premier atout et qui est un premier atout important. Le président Biya réfléchit beaucoup. Il s'isole souvent. Et prend sa décision. Il a toujours été le même. Il s'isole, il réfléchit et il agit pas au hasard. Il agit ayant déjà balisé là où il va aller. Je crois que c'est ce que je sais de lui. Parce que même camarades et élèves, c'est comme ça qu'il faisait. Il s'isolait. À un moment donné, il s'isole de tout le monde. Il sort de l'ambiance générale, il s'isole et il prend ses décisions. Et je crois qu'il a peut-être un deuxième atout. Il ne se trouble pas très vite. Il est patient. Il sait attendre. Il attend. Bon, parfois, on dit qu'il attend trop, mais il sait attendre et je crois que l'attente est également une qualité qui permet de voir venir, qui permet de mieux saisir tous les aspects du problème pour pouvoir le résoudre. Non, ça n'a jamais été quelqu'un à mon avis, quelqu'un d'éparpillé. Il a toujours été très sur le but. Mais de quel bois donc fait-on les chefs d'État? Est-ce un transport subi du destin qui vous porte au sommet de l'État ou y a-t-il à la base une démarche volontariste personnelle qui prédestine? Les deux, certainement. Biya était le meilleur élève en français et en philosophie. Toujours. On n'a jamais pu l'égaler. Bon, peut-être Feu et Togaïli étaient les deux. Parce que nous avions pris un certain nombre d'engagements.
en terminale, pas même en terminale, on avait pris avant. Premier engagement, aucun étranger, entre guillemets les Français à l'époque, ne devait être premier dans aucune matière. Nous avons réalisé presque cette performance, sauf en sport, notamment la course de 100 mètres et le saut en longueur. Nous avons été battus par le fils de Coron Robert, notre camarade. Il nous a battus. Nous avons décidé entre nous les nègres que personne ne devait être toujours premier dans aucune matière. Là, nous avons complètement échoué. Parce que nous avons eu Raphaël Nambélé comme camarade. Il était imbattable en latin et grec. Imbattable. Il y avait en mathématiques Nganso qui nous a rejoint, parce qu'il a fait son premier bac en seconde, il nous a rejoint. Nganso Hakbe Monjenge était en mathématiques. Paul Biya Togal était en français, en philosophie, imbattable. Moi je l'étais en chimie. Voilà ce qu'on a. Et puis nous avions également décidé que chacun allait dans son domaine être le meilleur. Je pense que nous n'avons pas trahi nos engagements. Biya en politique, il est le meilleur. Dès qu'il a été pris à la présidence, je savais qu'il allait avoir un parcours élogieux. Vous savez, je vais peut-être vous dévoiler quelque chose. Ahidjo a testé au moins 5 personnalités pour voir qui va lui succéder. Il y avait Biya, il y avait Aïssim Vodo, il y avait Eboua, il y avait Sengaku, il y avait Mpuma, Léonard Claude, 5. Il les a testés et à mon avis, Biya est sorti le major de ces 5-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fournissait le travail bien fouillé à temps. Ce n'est pas par hasard que c'est venu comme ça, parce que c'est un homme réfléchi. Voilà quelqu'un qui ne s'est pas battu pour avoir le pouvoir, il lui a été offert sur un plateau. Il n'a rien demandé, on le lui a donné, et je suis sûr que si on le lui a donné, c'est parce que c'était la volonté du Dieu. Quand il accède au pouvoir en novembre 1982, le Cameroun et le monde assistent à un passage de témoins, mais dans les coulisses, comme dans les discours. C'est le début d'un exercice périlleux. Imprimer sa marque sans sortir du sillon tracé par son prédécesseur. Traduire le changement sans trahir la continuité. Dans un premier temps, j'ai constaté qu'il avait un grand désir de respecter son prédécesseur, de continuer à faire ce qu'il faisait, bien sûr avec des infléchissements, puisqu'il parlait de l'ouverture démocratique, il avait même une fois dit qu'on devrait laisser revenir les UPCistes qui étaient à l'étranger. Il parlait du rassemblement, de rassembler tous les Camerounais de tous les bords, quel que fût leur passé politique. La grande et longue œuvre de construction nationale, si bien conçue et si bien menée par son Excellence Amadou Ahidjo, est une œuvre de tous et pour tous. Elle doit demeurer telle. Elle implique, dans les temps durs que nous vivons, à la fois la rigueur dans la gestion, la persévérance dans l'effort. Ça ne pouvait pas être une continuité parce que jusque-là, il avait été numéro 2 et maintenant, il était devenu numéro 1. Donc, quand on est numéro 2, il y a quelqu'un d'autre qui donne l'impulsion et son rôle, c'était d'animer sur la base de l'impulsion donnée par le président de la République. Maintenant, c'est de lui que devait venir l'impulsion. Et je crois qu'il a très vite endossé ce costume-là avec beaucoup d'humilité parce qu'il consultait beaucoup. D'ailleurs, plusieurs personnes estimaient qu'il consultait trop. Il consultait beaucoup ses anciens collègues, les ministres qui avaient été avec lui, des hommes politiques, des hommes d'affaires, il consultait beaucoup.
Et ça lui permettait d'avoir une connaissance à peu près objective et sincère de la réalité non seulement sociale, économique, mais aussi de la réalité politique du pays. Les situations révèlent les caractères, les situations de crise encore plus. Moins d'un an après son accession au pouvoir, Paul Biya doit affronter la grogne revancharde d'une partie de la classe politique et de l'armée qui met en péril les institutions de la République et sa vie. Ces tensions vont lui permettre de se révéler comme homme d'État tout en mobilisant la nation autour de lui. Le premier événement marquant, c'est la mutinerie de 1984. C'est un événement qui l'a quelque peu changé. Pourquoi je dis que cet événement est marquant? Parce que il a eu un impact sur le peuple qui s'est dit, mais voilà un jeune homme qui vient d'arriver au pouvoir, qui nous promet la démocratie, qui nous promet les libertés. Et alors qu'il n'a rien fait de mal, il n'a pas demandé à être là, on veut l'assassiner. Cela a suscité dans le peuple beaucoup de sympathie autour de sa personne et même certaines personnes qui hésitaient à le rallier ont décidé de se rassembler à ses côtés. Vous avez entendu ces discours lors du push manqué. Ce n'était pas du discours à la vengeance, c'est toujours rassemblement. Les militaires, nous, on a fait notre travail. Il fallait que nous restions dans notre mission. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi l'armée n'a pas pris le pouvoir. Deux raisons fondamentales. La première raison, entre le niveau intellectuel des gens qui étaient au gouvernement, le niveau intellectuel des gens qui étaient dans c'est le même. Donc, ça se discutait intellectuellement, ce n'est pas. C'est quand il y a un hiatus, le militaire qui est en dessous, il veut compenser son infériorité intellectuelle par les armes. Deuxième problème important, nous étions toujours nationalistes, nous avons toujours été nationalistes. Biya, Semengue et tout ça, nous sommes très nationalistes. Non, nous ne voulions pas que le Cameroun prenne un exemple qui vient d'ailleurs. C'est nous qui devons donner l'exemple. Alors, si nous avions dit l'armée avait pris un coup d'État en 1984, qui avait pris le pouvoir, nous aurions suivi ce qui se fait ailleurs. Il fallait donc montrer ce qu'il faut faire. Et nous avons laissé le pouvoir à ceux qui étaient là. Toutes ces occasions, dans ces moments difficiles où Paul Biya a failli perdre sa vie, nous avons toujours été ensemble. D'ailleurs, il m'a nommé chef d'état-major des armées, je ne m'y attendais pas du tout. Parce qu'il venait de me punir. J'ai utilisé les forces armées pour empêcher un coup d'état du clan Ahidjo. Mais je n'avais pas reçu d'autorisation formelle. J'ai fait mouvoir un certain nombre de trucs. Mais il n'a pas donné son accord. Donc il devait sanctionner cela. C'est normal. Bon, mais après réflexion, cette indiscipline de Semengue a sauvé le pays. Alors il a sanctionné ça aussi, en me nommant chef d'état-major des armées. Cela a suscité dans le peuple beaucoup de sympathie autour de sa personne et même certaines personnes qui hésitaient à le rallier ont décidé de se rassembler à ses côtés. Cet épisode dramatique va davantage accentuer sa prise de distance. Plus que jamais, on sait peu de choses de lui. Comment travaille-t-il? Quelles sont ses religions dans la gestion des affaires publiques? Quelle lame de fond guide son action? C'est quelqu'un qui est extrêmement méticuleux, mais surtout quelqu'un qui aime suivre les dossiers. Et il y a naturellement, quand on est à ce niveau-là, il y a des dossiers stratégiques et des dossiers opérationnels, et on fait le tri entre ce qu'il faut lui montrer et ce qu'il faut régler à son niveau. Et je me suis rendu compte que chaque fois que je lui présentais des problèmes d'ordre stratégique,
il savait accorder à chacun de ces problèmes toute l'attention désirable pour qu'on puisse trouver des solutions. On n'en trouvait pas toujours, parce que tous les problèmes ne sont pas solubles. Mais il faisait de son mieux pour qu'on puisse rechercher des solutions. Comme moi, j'avais avec le président un système de valises. Une valise dont j'ai la clé et le président a la clé, son aide-de-camp a la clé. Les dossiers montaient le matin, il restait rarement 2 jours, il me revenait noté et coté. Dans le traitement de dossiers, j'ai beaucoup admiré son goût pour le détail, pour la minutie. Ensuite, sa détermination à s'assurer que on ne faisait pas du tort, on ne causait pas du tort à un groupe particulier de population. Il fallait que tout le monde fût traité de la même manière. Et il tenait beaucoup à l'objectivité dans le traitement des dossiers. Et il était très exigeant pour ce qui est du respect des délais. Quand il disait « vous m'apportez ceci demain à 15 heures », il fallait être là à 14h30. Je me souviens aux îles brûlantes de 92. Les solutions parfois étaient proposées étaient brutales, mais le président disait « écoutez, modérez ». Ils vont se fatiguer. Et ils se sont finalement fatigués. Cette qualité est aussi une grande qualité de savoir attendre, de savoir analyser, de voir le côté primordial d'une affaire pour résoudre l'affaire et essayer de la résoudre par ce qui est le plus important. Il sait être modéré quand il le faut, ferme quand il le faut, et il sait toujours donner la bonne réponse aux questions, aux sollicitations auxquelles il est confronté. C'est l'homme le plus informé du Cameroun. Il ne faut pas vous en faire à ce qu'on dit. Les gens disent qu'il n'est pas informé. Il est très informé. D'abord, il a les services spécialisés pour ça. Mais je crois que le président reçoit chaque matin un bulletin d'information avec une copie au secrétaire général où on fait le point sur un certain nombre de problèmes. Mais il n'y a pas que ces sources-là. Il y a des sources personnelles, il y a des gens qui lui envoient des petits papiers, et je peux vous dire que pour être président du Cameroun, vous devez pouvoir lire au moins 200 pages par jour. Le président a su exploiter de manière optimale les données sociologiques de son peuple, à travers le management des élites, parce qu'il a su utiliser les élites intellectuelles, les élites politiques, les élites économiques, les élites administratives, pour se constituer des bastions solides dans le Grand Nord, dans le Grand Sud, dans le Grand Est, dans le Grand Ouest et dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et je crois que pour cela, il fallait des talents particuliers de leadership pour réussir à faire cela. Mais ce qui fait la différence, c'est les qualités propres. Moi, j'ai connu des gens qui étaient dans le système avant, qui avaient leurs qualités, mais peut-être qui n'avaient pas les qualités de synthèse, qui n'avaient pas les qualités de tolérance. Ces qualités de tolérance finissent par jouer, et qui peut-être n'avaient pas aussi ces qualités d'ouverture, d'accepter qu'il n'y a pas d'ennemis perpétuels en politique, qu'il y a des ennemis qu'on se fait, on peut très bien se mettre d'accord à un moment pour tout à fait autre chose. Notre pays n'est pas facile, c'est un pays mosaïque qu'il ne faut pas, s'il faut des fortes têtes, ça peut éclater. Donc il faut quelqu'un de rassembleur, donc un homme réfléchi. C'est pour ça que je crois qu'il le mérite. Il l'a mérité, il le mérite encore. Pouvoir vaincre ce qui est ardu, pouvoir continuer le combat quand il faut le continuer, étant convaincu de la justesse de vos thèses, étant convaincu par le patriotisme et par les buts, les objectifs que vous vous êtes fixés. Et je crois que cet homme-là sait se fixer des objectifs, il sait y tenir, au long cours d'ailleurs, et c'est pour ça que les résultats ne se voient pas toujours tout de suite. Il a toujours été discret. C'est ça qui l'a favorisé même. Au lieu d'avoir dans des fortes têtes qui pouvaient amener le Cameroun dans peut-être dans un écueil, dans des profondeurs, il fallait quelqu'un de réfléchi. En 3 décennies, le Cameroun a alterné crise politique, crise économique, crise de légitimité, crise frontalière et militaire,
crise morale, crise sécuritaire et humanitaire, crise identitaire. Quand soufflent les vents contraires, c'est alors que le président déploie sa science du pouvoir et révèle ses talents, sans jamais se départir de sa seconde nature, la discrétion. Parmi toutes, Bakassi reste en cela un cas d'école. L'affaire Bakassi, que beaucoup de gens ne connaissent pas. L'affaire Bakassi. Je peux dire que nous soyons au Cameroun, à l'étranger. Nous n'avons jamais manqué d'instructions. Bon, vous voyez, comment a-t-il fait pour qu'ils se réunissent, le secrétaire général qui est mort, Kofi Annan, Chirac et Obasanjo, à Saint-Cloud, le 5 septembre 2002. Comment il a fait pour réunir ces gens-là? Et c'est ce sommet qu'on a défini, on a décidé d'accepter le verdict de la Cour internationale, quel qu'il soit. On a décidé également de mettre en place un mécanisme de mise en œuvre. Comment Biya a fait pour faire cette réunion? Moi, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi. Je dois vous dire que Bakassi, c'est deux choses. Une première chose, c'est un chef qui a su écouter. Et une deuxième chose, une expertise camerounaise qui a su travailler avec les autres expertises. Il ne savait pas, personne ne savait quelle sera la décision de la Cour, mais il a anticipé. Il a anticipé Green Tree, pareil, parce que quand ça a coincé à Bakassi, il fallait faire réunir, mais là même il a réuni plus, non seulement Obasanjo et lui et le Kofi Annan, mais il a impliqué les États témoins. Les États témoins, c'est la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Les États témoins. Donc, pratiquement, la plus grande puissance du monde, les États-Unis, et tous les États qui étaient plus ou moins impliqués dans le Cameroun. L'Allemagne d'abord, la France et la Grande-Bretagne après. C'est génial. Moi, je ne sais pas comment il a fait pour faire ça. Donc, je prends que ces deux exemples pour montrer qu'il anticipe largement en avance sur les autres, parce qu'il y a la réflexion à la base de tout. S'il y a un euro, le président Paul Biya et l'expertise camerounaise qui a travaillé avec l'expertise internationale. Le peuple camerounais a dû constater, même ceux qui n'y croyaient pas, ces talents des leaders pondérés, sages, qui met toujours en avant les intérêts de son peuple pour trouver les solutions les moins douloureuses pour celui-ci. Ne tue pas au pouvoir qui veut, mais tue qui peut. Et il sait de quoi il parle. Le temps et le pouvoir obligent en effet de triompher de l'adversité, de la trahison, de la félonie, de la lassitude, mais aussi des mutations. Cet exercice d'endurance exige des aptitudes qui relèvent d'abord de la génétique, mais pas seulement. C'est formé physiquement. Vous savez, bon, la marche, la bicyclette, c'est son dada. Je pense qu'il a toujours fait la marche et la bicyclette. Donc, il doit avoir peut-être d'autres sports à la maison. Mais je connaissais effectivement très endurant à la marche. Vous avez le communiste des Bolova. Il a marché, ses ministres plus jeunes étaient en train de crier derrière, alors que lui, il n'y avait pas de problème. Et effectivement, également, à bicyclette, il faisait chaque jour au moins 60 km de bicyclette. Donc, c'est un endurant, si bien qu'à 85 ans, il est physiquement au point, hein, et intellectuellement toujours capable. Un psaume de Moïse nous dit que nos jours sont de 70 ans et pour les plus vigoureux, 80. Or voilà quelqu'un qui a déjà 85 ans, donc il a même dépassé la moyenne des plus vigoureux. C'est une grâce de Dieu. Il y en a qui disent qu'il est vieux, mais il est beaucoup moins vieux, moins réellement que beaucoup de gens qui sont plus jeunes physiquement et qui
et ont perdu et la force physique et la force intellectuelle. Mais lui, il les a gardés valablement. Je pense que le problème n'est pas toujours un problème d'âge. C'est un problème d'intellect, un problème de réaction, un problème de se faire entourer. Et je crois que les attelages de jeunes et de vieux peuvent permettre au président d'être toujours à même de diriger le pays et de bien diriger le pays. Moi, je suis un de ceux qui sont convaincus que le pouvoir vient de Dieu. Et quand Dieu vous donne le pouvoir, il vous donne les grâces de l'exercer. Malheureusement, je dois tout de suite préciser que tout comme il nous donne la vie et chacun d'entre nous fait de sa vie ce qu'il veut, quand il donne le pouvoir, la qualité de l'exercice du pouvoir dépend des hommes et des femmes auxquels il l'a conféré. De leurs limites, de leurs talents, de leurs qualités, de leur humilité pour rester à son écoute. Au-delà de l'endurance, c'est de choisir l'originalité des fois. Par exemple, je dois dire, en ce qui concerne l'exécution de l'arrêt, choisir l'exécution par accord entre les partis, c'est quelque chose qui est tout à fait original et qui n'allait pas de soi. Parfois, le pouvoir, comme on dit dans nos langues, monte à la tête et on n'écoute plus. Donc, un chef d'État qui assume en même temps des fonctions exécutives a à rendre compte non seulement à son peuple, mais aussi à celui qui lui a conféré ce pouvoir, c'est-à-dire le Créateur lui-même. À côté du rapport au pouvoir et au temps, il y a le rapport aux choses. Derrière l'ambition des hommes se cache souvent la volonté de posséder, d'accumuler. Cet homme qui ne dévoile de lui que l'essentiel indispensable reste de ce point de vue également un cas unique. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu l'impression que le président mettait son intérêt personnel ou son intérêt familial au même niveau que l'intérêt général, l'intérêt de l'État, l'intérêt du public, le bien commun. Montrer l'exemple. Partout, nous avons été pratiquement le premier, partout. Il fallait moi, dans l'armée, je disais, je suis le modèle, je suis l'exemple, suivez-moi. Donc j'étais obligé d'être correct en tout, y compris le domaine de l'argent. Nous n'avons jamais été des gens qui aiment gérer l'argent. C'est d'autres qui s'occupaient de ça. C'est ça. Et on me donnait les règles. C'était transparent. Je me rappelle, lorsque j'étais secrétaire général des services du Premier ministre, lui étant Premier ministre, quelqu'un est allé raconter que j'avais pris un rouleau de papier hygiénique. Et il m'a appelé pour me demander si effectivement j'avais pris un rouleau de papier hygiénique de l'État pour ma consommation personnelle. Alors vous voyez jusqu'à quel point il tenait à ce que la chose publique fût respectée. On voulait montrer le bon exemple à suivre. Suivez-moi, suivez mon exemple. Je suis le modèle. C'est tout. J'ai plutôt eu l'impression que souvent, il s'oubliait pour privilégier le bien commun. On disait, par exemple, jusqu'à ce qu'il devienne président de la République, qu'il était l'un des membres du gouvernement les plus pauvres, malgré toutes les fonctions qu'il avait occupées. Dans notre génération, vous ne verrez pas beaucoup de gens qui ont trempé dans l'argent, dans ces problèmes-là. S'il ne l'a pas fait quand il était plus jeune, je ne suis pas sûr que ce soit à 85 ans révolus qu'il veuille maintenant penser à lui. Je crois qu'il pense davantage à son peuple qu'à lui-même. Et on ne peut que le féliciter pour cela. Et maintenant? Et maintenant, que va-t-il faire de cette nouvelle victoire, de ce nouveau défi, de ce nouvel horizon qui s'ouvre à lui? De se souvenir ce qu'il a dit aux Camerounais. Je serai le président qui laisse au Cameroun la démocratie et le progrès. Bon, la démocratie est presque là.
Mais il faut la parfaire parce qu'il y a, vous savez, je peux dire le summum de la démocratie, c'est l'anarchie. Chacun. Donc il faut limiter la démocratie là où ça doit s'arrêter, parce que sinon c'est l'anarchie. Je crois que c'est quelqu'un qui aime les défis. Il se donne les défis à lui-même et il cherche à relever les défis que rencontre le peuple camerounais. Et je crois qu'il a senti qu'il fallait que, à cette heure particulière de l'histoire du Cameroun, il puisse encore, malgré tout, donner ce dont il est capable. Il faut le développement du Cameroun. Et je pense qu'il a la phase des grandes ambitions, maintenant les phases des grandes réalisations. Il faut qu'il fasse des grandes réalisations. Il faut qu'ils achèvent pour laisser au Cameroun la prospérité. Et comme ça, il leur a promis ça. Il se doit de leur accorder ça avant de partir. C'est ce que je pense. Et je pense qu'il en est conscient et c'est ce qu'il va faire. Vous savez, et son prédécesseur aimait à le dire, le pouvoir lasse, finit par lasser. Et lui, malgré les ingratitudes, malgré les challenges, malgré les incompréhensions, malgré les difficultés, s'il tient à revenir, je crois qu'il estime qu'il a quelque chose à donner, qu'il n'a pas encore entièrement donné et qui peut être utile à l'ensemble de la communauté nationale, au continent africain et au monde. Je crois que c'était ça le défi qu'il s'était imposé à lui-même. Je crois que l'une des premières tâches du président de la République, c'est d'assurer au Cameroun une croissance équilibrée, une croissance permettant de distribuer une justice sociale à toutes les couches sociales camerounaises. Je crois que s'il a accepté ces mandats qui va s'ouvrir bientôt, c'est pour relever avec encore plus de talent, encore plus de réussite, les grands challenges qui s'annoncent, parce qu'à mon avis, ce mandat sera plus sensible que tous les autres. Cette affaire du NOZO, du nord-ouest et du sud-ouest, il faudrait trouver une solution qui soit compatible avec le devoir constitutionnel qui incombe au président de garantir l'intégrité territoriale de la République du Cameroun et l'unité de la nation. Et je pense qu'on oublie très souvent que le président a aussi ce devoir-là, que c'est un devoir constitutionnel qui est sur sa tête. Non seulement ramener la paix dans les régions du nord-est et du sud-ouest, mais aussi relever des challenges tels que améliorer le rendement de la fonction publique, de l'administration publique, améliorer le processus de décentralisation, améliorer le respect de la discipline sociale dans la société, améliorer le rythme des investissements dans notre pays, etc., etc. Je crois qu'à lui de trouver des formules qui soient tout à fait originales pour faire que les Camerounais s'assoient, pour faire que les Camerounais discutent, pour faire que les Camerounais comprennent que ce qui est essentiel, c'est le vivre ensemble, et le vivre ensemble paisible, le vivre ensemble dans la construction pacifique d'un Cameroun qui va de l'avant. Cela est assez difficile pour cette nation peau de panthère, qui a 360 dialectes et presque 260 groupes ethniques, mais je crois que cela est faisable et ce sera une tâche encore exaltante, je crois, que le président pourra faire.